Les amis, je suis de retour. Alors, je vais vous poser une question. Une simple, une seule. Est-ce qu'un homme peut dire non? Je dis vraiment non à tout un système, sur tous les fronts à la fois, et survivre politiquement. Parce que c'est exactement ce que Ousmane Sonko a essayé de faire. Et le 22 mai 2026, vous le savez, on a peut-être eu la réponse. Ce matin-là, il monte à la tribune de l'Assemblée nationale. Discours offensif, sans filtre. Il parle de dette, de souveraineté, de pression extérieure, du droit d'un peuple à s'appartenir. Quelques heures plus tard, le même jour, Diomaye signe le décret. On en a longuement parlé. Sonko est limogé. Maintenant, est-ce que ce discours a causé le limogeage? Je n'affirme rien. Mais voilà ce que je sais avec certitude, dans la politique, le timing parle. Et aujourd'hui, on va l'écouter. Ensemble, pas les rumeurs, pas les émotions, les faits. Les mécanismes, les logiques de pouvoir. Parce que cette histoire n'est pas simplement l'histoire d'un premier ministre limogé. C'est l'histoire d'un homme qui a dit non sur trop de fronts à la fois. Et qui peut-être a payé le prix de cette accumulation. Il y a une mécanique du pouvoir que peu de gens prennent le temps d'observer. Un dirigeant africain peut critiquer le système occidental dans ses discours et rester toléré. Il peut parler de souveraineté devant les foules et rester toléré. Il peut même dénoncer certaines injustices économiques et rester toléré. Mais il y a un seuil, un moment précis où un homme politique africain passe d'une catégorie à une autre. Il ne passe pas de bon à mauvais, non. Il passe de personnage gérable à obstacle. Et quand on devient un obstacle, le système, quel qu'il soit, trouve toujours un moyen de rétablir l'équilibre. Sonko a franchi ce seuil potentiellement, mais pas d'un coup, progressivement, front par front. Frères et sœurs, commençons par le plus documenté de cette affaire, le plus concret, la dette. Imaginez, vous devez de l'argent, beaucoup d'argent, et quelqu'un arrive avec un chèque. Il sourit. Il parle de partenariat, d'accompagnement, de confiance mutuelle. Il ne vous dit jamais « Je vais vous dicter votre budget ». Il vous dit « Ensemble, trouvons les bonnes réformes ». Mais au fond de vous, vous savez, quand quelqu'un tient votre refinancement dans ses mains, il tient aussi une partie de vos décisions. C'est la réalité d'un État endetté à 132% de son PIB. Je parle ici du Sénégal, bien sûr. Et c'est la réalité que Sonko refusait de normaliser. Pas parce qu'il niait la dette, non. Il avait lui-même révélé publiquement dès septembre 2024. Pas parce qu'il ignorait la gravité de la situation, non. Mais parce qu'il refusait que cette dette héritée devienne une porte d'entrée permanente pour conditionner les choix souverains du Sénégal. Si vous vous posez des questions concernant cette dette, j'ai fait une vidéo dessus. Elle est disponible sur cette chaîne. Donc, je disais, cette position a un coût diplomatique, un coût sur les marchés. Les eurobonds sénégalais l'ont montré dès que les tensions entre les deux hommes sont devenues publiques. Et peut-être un coût politique. Ce qu'on sait, les amis, c'est que dès le lendemain du limogeage, les discussions avec les partenaires financiers reprennent. Le ministre des Finances le confirme lui-même devant l'Assemblée. Les échanges évoluent favorablement. De nouvelles séances sont prévues dès le 8 juin. Je cite ses propos. « Je ne dis rien de plus que ça. » Non, vous me connaissez. Je note et je vous laisse vous-même assembler les pièces que je viens de vous donner. Voilà un angle que très peu de médias ont exploité. Et pourtant, il est fondamental pour comprendre le timing, les amis. Dakar accueille les Jeux olympiques de la jeunesse, un événement planétaire. Des délégations du monde entier, des sponsors internationaux, des institutions, des partenaires diplomatiques, des chancelleries qui observent.
c'est le moment où un pays hôte cherche normalement à envoyer des signaux d'apaisement, à rassurer, à montrer qu'il est un partenaire fiable, prévisible, ouvert. Et c'est exactement dans ce contexte que Sonko reçoit des ambassadeurs étrangers préoccupés par certaines législations récentes. Et sa réponse est nette, publique, sans concession. Vous le connaissez. Les lois du Sénégal s'appliquent à tout le monde, sans exception, sans dérogation, sans traitement spécial. Je cite ses propos. Maintenant, je vous pose la question, les amis, sans y répondre. Est-ce qu'un président qui doit gérer les relations extérieures, coordonner les délégations internationales, rassurer les partenaires institutionnels d'un événement mondial, peut se permettre d'avoir à ses côtés un premier ministre dont chaque prise de parole crée une nouvelle friction diplomatique? Donnez-moi votre réponse en commentaire. Je vous lis et j'y réponds. Ce n'est pas une question rhétorique, les amis. Non. C'est une question de gestion d'État. Et la réponse appartient bien sûr à ceux qui étaient dans la salle. Moi, je n'étais pas là. Troisième front, et celui-là, les amis, on va le traiter avec la précision qu'il mérite. Frères et sœurs, le même jour de son limogeage, Sonko défendait à la tribune une loi déjà promulguée par Diomaye lui-même en mars 2026, durcissant les sanctions contre les relations homosexuelles au Sénégal. Et il ne l'a pas défendu avec des mots feutrés. Il a parlé de tyrannie. Il a désigné un système qui utilise sa puissance économique et médiatique pour imposer ses normes au reste du monde. Avant d'aller plus loin, les amis, un point de méthode. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bien ou mal dans cette loi. Ce débat existe et il appartient au peuple sénégalais et à ses institutions. Pas à moi, non. Pour ma part, je n'en pense rien. Ce que j'analyse, c'est le mécanisme. Et le mécanisme est le suivant. Il existe dans les relations internationales des attentes implicites, pas toujours écrites, pas toujours formulées officiellement, mais bien réelles. Et certains dirigeants africains choisissent de les ignorer discrètement. D'autres choisissent de les contourner habilement. Sonko, lui, a choisi de les nommer à haute voix, devant le Parlement, devant les caméras, devant les ambassades. Ce faisant, il ne dérangeait plus seulement la dette, les amis. Il ne dérangeait plus seulement sur les Jeux olympiques de la jeunesse. Il touchait à quelque chose de plus profond. L'idée qu'un pays africain puisse revendiquer publiquement le droit de définir ses propres normes sociales sans s'en excuser, sans négocier ce droit contre un financement. Certains appellent ça du courage. D'autres appellent ça de l'imprudence diplomatique. Mais dans les deux cas, une chose est certaine, ça crée des frictions. Et dans un contexte déjà sous tension sur les deux autres fronts, ces frictions-là ne sont pas anodines. Et c'est là, les amis, que cette histoire devient véritablement fascinante pour une analyste. Parce que Diomaye n'est pas l'ennemi du projet, rassurez-vous. Il a lui-même signé la loi que Sonko défendait ce jour-là. Il a lui-même porté le discours souverainiste pendant toute la campagne. Il a lui-même bénéficié de la base militante que Sonko a construite pendant ces années. Alors la vraie question n'est pas Diomaye a-t-il trahi? La vraie question est plus subtile et plus dérangeante encore. Je vous la pose donc. Est-ce qu'un président africain peut tenir simultanément la pression des marchés financiers, la pression des partenaires diplomatiques, la pression d'un événement international d'envergure mondiale et garder à ses côtés un premier ministre qui dit non sur tous ces fronts en même temps, publiquement, sans filtre? Certains diront que c'est une question de méthode. Sonko allait trop loin dans la forme. D'autres diront que c'est une question de marge de manœuvre réelle, que Diomaye n'avait plus le choix. Et d'autres encore, et c'est la lecture que certains observateurs commencent à formuler, se demanderont
si cette marge de manœuvre était vraiment aussi libre qu'elle n'en avait l'air. Parce qu'il y a quelque chose, les amis, que les bilans officiels ne disent pas. Un pays endetté à 132% de son PIB n'a pas les mêmes options qu'un pays dont les financements sont sains. Et quand tu cherches un refinancement, quand tu négocies ta dette, quand tu as besoin que les marchés te fassent confiance, tu ne peux pas te permettre que chaque intervention de ton premier ministre fasse monter les taux. C'est brutal, mais c'est la réalité du pouvoir sous contrainte. Les amis, ce que cette histoire nous enseigne, à mon sens, vraiment à mon sens, ce n'est pas que Sonko avait raison ou tort. Ce n'est pas que Diomaye est courageux ou calculateur. C'est quelque chose de bien plus universel. Un dirigeant africain qui dit non sur un front peut tenir. Qui dit non sur 2 fronts commence à déranger. Qui dit non sur 3 fronts simultanément devient un problème de gestion pour presque tout le monde, y compris pour ceux qui partageaient son projet. Et retenez ça, on peut retirer un homme d'un poste. On ne retire pas une idée de la tête d'un peuple. Si Sonko s'installe dans l'imaginaire collectif comme l'homme écarté précisément parce qu'il refusait de céder, le décret du 22 mai n'aura pas affaibli son influence, il l'aura transformé. L'histoire africaine est pleine de ces hommes-là. Alors la question finale, une seule les amis, le projet que le peuple sénégalais a voté est-il encore vivant? C'est tout, c'est ça la vraie question. Et elle appartient au peuple sénégalais. À très bientôt sur Chanel Décrypte pour le prochain décryptage. Que Dieu bénisse le continent africain. Bye bye.